Toutes et à tous, nous revoici pour parler de la littérature, cette fois-ci à la fin du XIXe siècle. Nous commencerons par la première partie consacrée au naturalisme. Elle sera suivie par le symbolisme et le fantastique et le vaudeville, mais nous pourrions aussi parler par exemple de la science-fiction avec Jules Verne ou d'autres genres. Donc pour le naturalisme, vous reconnaissez Émile Zola, qui a écrit notamment Thérèse Raquin que vous avez lu, qui est son troisième roman, le premier qui a du succès. Mais vous avez aussi lu des extraits de Germinal, qui est le 13e roman d'un cycle romanesque qui s'intitule Les Rougon-Macquart. Il y a 20 romans, presque chaque année il fait paraître un nouveau roman pendant 20 ans. Et le sous-titre est intéressant parce qu'il s'agit de l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Donc c'est assez précis. Il veut montrer l'influence du Second Empire sur une famille. Alors, une première question, quel métier Zola a-t-il dû exercer avant de devenir romancier? Alors, il est important de comprendre que Zola avait perdu son père très tôt et sa mère donc se retrouve dans le besoin. Il suit sa mère et sa grand-mère et doit finalement travailler assez jeune. C'est important de le comprendre parce que il a connu la pauvreté et par exemple, contrairement à Constantin Minier qui va aussi s'intéresser au peuple, lui a connu la pauvreté, donc il ne va pas idéaliser le monde ouvrier comme peut le faire Meunier. Alors, il entre finalement chez Hachette, gravit les échelons, de commis devient chef de publicité. Et donc, on voit qu'il est toujours intéressé, il a toujours été intéressé par l'écriture. Revenons alors à Thérèse Raquin, où se passe l'essentiel de l'action. Voici le début du roman. Remarquons voilà, la description. Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large, au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, descellées, suant toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Dans les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers, dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre. Au-dessus du vitrage, la muraille monte, noire, grossièrement crépie, comme couverte d'une lèpre et toute couturée de cicatrices. Donc ce n'est pas glorieux. On comprend bien que à travers cet endroit étroit, sombre, avec tout est gluant, froid, on parle de caveau, donc ça évoque plutôt la mort. Et donc cette ambiance, cette atmosphère étouffe l'héroïne, Thérèse, et expliquera en partie son action. De même, la question se pose de ses origines, de son corps. Hein. Que sait-on de Thérèse Raquin? Alors, au chapitre 2, on parle de sa tante, donc elle sut, sa tante, vaguement, que la chère petite était née à Oran, donc en Algérie, et qu'elle avait pour mère une femme indigène d'une grande beauté. Le capitaine, une heure avant son départ, donc c'est le père, lui remit un acte de naissance dans lequel Thérèse, reconnue par lui, portait son nom. Il partit, on ne le revit plus. Quelques années plus tard, il se fit tuer en Afrique. Thérèse grandit couchée dans le même lit que Camille, donc ça c'est son cousin, sous les tièdes tendresses de sa tante. Elle était d'une santé de fer et elle fut soignée comme une enfant chétive, partageant les médicaments que prenait son cousin, tenu dans l'air chaud de la chambre occupée par le petit malade. Ça c'est toujours Camille, son cousin. Pendant des heures, elle restait accroupie devant le feu, pensive, regardant les flammes en face, sans baisser les paupières. Cette vie forcée de convalescente la replia sur elle-même. Elle prit l'habitude de parler à voix basse, de marcher sans faire de bruit, de rester muette et immobile sur une chaise, les yeux ouverts et vides de regard. Et lorsqu'elle levait un bras et lorsqu'elle avançait un pied, on sentait en elle des souplesses félines,
des muscles courts et puissants, toute une énergie, toute une passion qui dormait dans sa chair assoupie. Un jour, son cousin était tombé, pris de faiblesse. Elle l'avait soulevé et transporté d'un geste brusque, et ce déploiement de force avait mis de larges plaques ardentes sur son visage. La vie cloîtrée qu'elle menait, le régime débilant auquel elle était soumise, ne purent affaiblir son corps maigre et robuste. Sa face prit seulement des teintes pâles et légèrement jaunâtres, et il devint presque laide à l'ombre. Donc on comprend que ce corps qu'elle possède est un corps robuste, plein d'énergie et de passion, mais qui est assoupi par cette éducation avec son cousin. Donc ce corps va expliquer aussi ses actes. Nous passons maintenant à Germinal. Déjà, à quoi fait référence le titre, Germinal? Alors, il se concentre sur une famille. Pourquoi Zola montre-t-il finalement plus que cette famille? Pourquoi choisit-il de montrer pas uniquement la famille qui l'intéresse? Donc, je vous laisse lire les extraits et ou regarder le film. L'un n'empêche pas l'autre. Donc on voit déjà que Germinal fait référence au mois d'avril dans le calendrier révolutionnaire. C'est le printemps où tout germe et il y a l'idée qu'un nouveau peuple sortira de terre où une plus grande justice régnera. Donc il y a un idéal révolutionnaire. Alors ce qui l'intéresse, c'est le milieu ici de la mine dans Germinal. Et comme un sociologue, il ne va pas montrer uniquement les familles ouvrières, il montre aussi de manière plus large la société, mais il choisit de mettre en contraste les familles ouvrières et les familles bourgeoises. Donc ça va amplifier cette opposition. Alors finalement, on comprend qu'il se documente beaucoup, qu'il observe, il va sur place pour ses différents romans. Il ne veut pas idéaliser, comme Meunier, mais finalement, dans le choix de ses adjectifs, quand il parle de gluant, d'ignoble, ou dans ses simplification de scène, est-ce qu'on peut encore dire que Zola est objectif? En fait, il va construire une réalité, on ne peut pas tout dire, donc il choisit de mettre des contrastes pour davantage souligner ses injustices. Donc c'est un auteur, c'est le travail du romancier, et ici on voit qu'il est quand même engagé dans la cause du peuple. Alors il y a aussi un autre aspect qui finalement rejoint un autre courant de la même époque qui sera le symbolisme. On voit quand même que dans le titre, ou bien dans ses descriptions, quand il compare la machine à une bête, ou la foule du peuple qui se révolte à un torrent, il y a déjà des symboles qui arrivent. Donc il y a à la fois un grand réalisme, mais un côté quand même aussi symbolique. Revenons un moment sur cet aspect engagé. C'est un auteur engagé en 1898. Il écrit dans L'Aurore j'accuse, où il va défendre Dreyfus, qui est un officier juif qui est accusé d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire de trahison. Et donc il va démonter point par point ces accusations en expliquant que ce n'est pas possible que Dreyfus soit coupable. Ça va lui valoir de nombreux ennemis. Et donc finalement, il meurt asphyxié un peu bizarrement. On ne saura jamais est-ce que ce sont ses ennemis qui ont bouché sa cheminée. On ne le saura jamais. Mais donc pour revenir au naturalisme, c'est une démarche scientifique où on observe, on se documente, on analyse le problème, on met dans une situation des personnages et donc c'est un travail presque de sociologue. Nous avons comme représentants Maupassant avec Pierre et Jean, Zola avec Thérèse Raquin et tous les repos Macquart, ou un Belge, Camille Lemonnier, avec Un mâle. Il y a une évidente influence des scientifiques, que ce soit pour l'importance du milieu, ou la nécessité d'observer d'abord, d'accumuler des données, et aussi la croyance en l'hérédité dans des familles, et chez Zola ici aussi la dégénérescence. Ça, c'était la théorie de Lucas. Donc, d'une génération à l'autre, des tares s'amplifient. Donc, il décrit le monde du Second Empire avec les grands magasins, l'urbanisme, les chemins de fer ou le syndicalisme qui apparaît. Donc, il se concentre, lui, contrairement à Balzac, surtout sur le monde le peuple,
et la petite bourgeoisie en décrivant vraiment avec des termes très précis leur langage, les outils employés, etc. Alors, il y a derrière ça un engagement, un espoir une revendication quand même sociale. Nous retrouvons cette même veine naturaliste où on se documente, on décrit le peuple, par exemple, à l'opéra, avec Mascagni ou Leoncavallo, mais il n'y a pas cette revendication sociale dans le vérisme italien. Voilà, merci.